Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour le deuxième cours en vidéo de biochimie, pour mon deuxième cours en vidéo. Je suis très content, il y a eu beaucoup de retours sur les autres cours, sur le cours sur les catabolismes des acides aminés. Vous avez beaucoup aimé, ça vous a pas mal servi. Donc, je pense que je vais continuer, je vais faire tous mes autres cours en vidéo. Et on m'a dit que ce serait mieux avec la caméra, donc voilà, j'ai mis la caméra. On m'a dit qu'il y avait des problèmes de micro, ça c'est assez compliqué à gérer, mais je vais faire de mon mieux. On espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes de micro pour ce cours. Et du coup, on est parti pour le cours sur la pyruvate déshydrogénase. Donc d'abord, avant de commencer le cours, ce cours il va s'inscrire dans une petite série de quatre cours qui vont être les quatre cours de métabo-mitochondrial, qui vont être quatre cours qui vont être faits par moi. D'abord, donc on a celui-là, c'est le tout premier, ça va être le complexe de la PDH, donc PDH pour pyruvate déshydrogénase. Ensuite, on verra le cycle de Krebs. Ensuite, la CRM, donc la chaîne respiratoire mitochondriale. Et ensuite, on va voir l'ATP synthase. Voilà, donc c'est le premier cours d'une lignée de quatre cours qui vont porter sur le métabolisme mitochondrial. Et on va voir à travers ces quatre cours comment on va faire de l'énergie. Donc, d'abord, on nous parle un peu des mitochondries, on nous parle de la structure des mitochondries. Donc, le complexe du coup de la pyruvate déshydrogénase et du cycle de Krebs, les deux, ça va se faire dans la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un organite cytoplasmique qui est spécifique aux eucaryotes aérobies. Ça, c'est très important, c'est spécifique aux eucaryotes aérobies, donc en présence d'oxygène. Dites-vous bien, les mitochondries, sans oxygène, ça marche pas. Donc, il faut bien s'ancrer ça dans la tête. Mitochondrie, c'est seulement en présence d'oxygène. On nous parle un peu de la structure des mitochondries. Donc, d'abord, on a la matrice mitochondriale. Alors, la matrice mitochondriale, c'est toute la partie ici que vous avez en bleu clair. Ça va être tout simplement le centre de la mitochondrie. Et c'est là-dedans que vont se faire le cycle de Krebs et le complexe de la pyruvate déshydrogénase. Sauf, attention, il y a une exception. Dans le cycle de Krebs, il va y avoir une enzyme qui est la succinate déshydrogénase qui n'est pas dans la matrice. Et ça, on va le voir dans le cours cycle de Krebs. Il va aussi y avoir les enzymes qui vont faire la bêta-oxydation dans la matrice et d'autres enzymes du métabolisme des acides aminés. Voilà, ça c'est pour la matrice. Maintenant, il va y avoir deux membranes dans les mitochondries. Il va d'abord y avoir la membrane interne qui est ce que vous voyez ici qui est en rose. La membrane interne, ça va être une membrane qui va être très peu perméable. Elle va être très imperméable et elle va être très sélective. Donc, ça va être compliqué pour les molécules de passer la membrane interne mitochondriale. Donc, comme elle est imperméable, il va y avoir dans la membrane pas mal de protéines de transport, du coup, pour faire passer les molécules. Il va y avoir les éléments de la CRM, donc qu'on verra dans le cours sur la CRM, des éléments de la synthèse d'ATP, et elle va être composée de crêtes. On voit, par exemple, ici, on voit des petites crêtes. Ça va permettre d'augmenter la surface de cette membrane. On va avoir aussi un membranaire, donc c'est tout simplement l'espace entre les deux membranes. C'est tout. Et enfin, la dernière membrane, ça va être la membrane externe mitochondriale. Ce qui est important à savoir, c'est qu'elle est très perméable et elle est peu sélective. Donc les molécules, elles vont pouvoir passer un peu comme elles veulent. Voilà, la membrane externe mitochondriale, c'est tout ce que vous avez ici, hop, en violet. Donc on vous redit que la membrane interne, elle va posséder des crêtes et ça va augmenter sa surface de contact. Maintenant, on va rentrer dans le début du cours sur la PDH. Donc, petite mise en contexte d'abord. On est à la fin de la glycolyse. Donc, on a fait notre glycolyse. Rappelez-vous, la glycolyse, on part d'une molécule de glucose, on va atterrir à deux molécules de pyruvate. Donc, on a du pyruvate et le but, ça va être de le faire rentrer dans la mitochondrie. Pour faire passer le pyruvate depuis le cytoplasme vers la mitochondrie, on va devoir passer deux membranes, la membrane externe et la membrane interne. Pour la membrane externe, ça va être très simple parce qu'on vous a dit qu'elle était très perméable. Du coup, le pyruvate va tout simplement passer par diffusion passive via une porine. Maintenant, pour passer depuis l'espace intermembranaire vers la matrice mitochondriale, il va falloir passer la membrane interne, qui est une membrane qui est très sélective et imperméable. Du coup, ça va être un peu plus compliqué. On va avoir besoin d'un transporteur qui est un sympore
qui va être la pyruvate translocase. La pyruvate translocase, vous l'avez ici, et c'est un sympore donc qui va transporter le pyruvate en même temps qu'un proton. Vous le voyez sur ce schéma, on a le pyruvate qui passe et en même temps, on a un proton qui va passer. Et là, on a enfin notre pyruvate dans notre matrice mitochondriale. On a une phrase qui est assez importante, mais assez compliquée à comprendre pour l'instant, que vous comprendrez mieux grâce à la CRM, mais c'est le potentiel de membrane généré par le gradient de proton qui va être la force motrice de la pyruvate translocase. Vous vous embêtez pas sur cette phrase, vous la comprendrez sûrement plus tard. Maintenant, le pyruvate, une fois dans la mitochondrie, il va pouvoir donner deux choses en fonction des besoins énergétiques de la cellule. D'abord, il va soit pouvoir donner de l'acétyl-CoA, soit pouvoir donner de l'oxaloacétate. Alors, si on a besoin de faire de l'énergie, le pyruvate, il va devenir de l'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA, il va pouvoir partir dans le et on va pouvoir faire de l'énergie. Maintenant, si on n'a pas besoin de faire de l'énergie pour l'instant, le pyruvate, l'oxaloacétate, et est-ce que ça vous rappelle le pyruvate qui devient de l'oxaloacétate? Vous pouvez pas me répondre, mais c'est la première étape de la néoglucogénèse. Donc c'est là où vous pouvez entre les différents cours de bioche. Mais si on est dans une situation où on n'a pas besoin de faire d'énergie, le pyruvate il va pouvoir se transformer en oxaloacétate et partir dans la néoglucogénèse. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit là. En situation de fort potentiel énergétique, donc on n'a pas besoin de faire plus d'énergie, le pyruvate va devenir de l'oxaloacétate et faire la néoglucogénèse. Mais sinon, si on a besoin de faire de l'énergie, il va se transformer en acétyl-CoA et il va partir dans le cycle de Krebs. Maintenant, on vous fait un petit point sur l'origine de l'acétyl-CoA et on vous donne une phrase super importante. L'acétyl-CoA, ça représente le point de convergence de tous les catabolismes, à savoir le catabolisme protéique, lipidique et glucidique. On le voit ici, les protéines, elles vont devenir des acides aminés, et les acides aminés, pour ceux qui sont cétoformateurs, ils vont pouvoir devenir de l'acétyl-CoA. Ça, on vous l'a dit dans le cours sur le catabolisme des acides aminés. Les polysaccharides, eux, ils vont devenir à la digestion des monosaccharides, et via la glycolyse et la PDH, vont pouvoir devenir de l'acétyl-CoA. Et les lipides, enfin, eux, ils vont devenir des acides gras et via la bêta-oxydation, eux, ils vont pouvoir devenir de l'acétyl-CoA. Donc au final, vous voyez que ça fait une convergence, il y a tout qui converge vers l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, lui, il va pouvoir aller dans le cycle de Krebs et faire de l'énergie. Donc là, nous, ce qu'on va voir, c'est la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. C'est la réaction qui est catalysée par la PDH. Et dans les cours qui suivent, là, par exemple, le prochain cours, on va voir le cycle de Krebs, puis la CRM et la phosphorylation oxydative. Maintenant, là, on va rentrer directement dans le détail sur la pyruvate déshydrogénase. Donc, la pyruvate déshydrogénase, ce n'est pas une enzyme, c'est un complexe enzymatique. C'est un complexe enzymatique qui va être composé de trois enzymes, qui va peser 10 millions de Dalton et qui est accroché à la face interne de la membrane interne mitochondriale. La réaction que la PDH va catalyser, c'est la réaction de décarboxylation oxydative du pyruvate. Alors, c'est une décarboxylation oxydative, ça on le verra pendant son fonctionnement, mais décarboxylation parce que le pyruvate va perdre un carbone et oxydative parce qu'il va se faire oxyder. Mais ça, on va le voir dans la réaction plus en détail. Alors, chez les humains, parce que la PDH, elle existe sous différentes formes selon les animaux, mais chez les humains, elle va être composée de trois enzymes et de 5 coenzymes. Ça, c'est très important à savoir. De toute façon, on va détailler tout à l'heure. Mais première enzyme, ça va être la pyruvate déshydrogénase. Ça va être l'enzyme qui va donner son nom au complexe et elle n'a qu'un seul coenzyme qui va être la thiamine pyrophosphate ou TPP. Si vous vous souvenez bien, on l'a vu dans le cours d'enzymo, la thiamine pyrophosphate, elle vient de la vitamine B1. Ensuite, il y a une deuxième enzyme qui va être la dihydrolipoyltransférase, qui, elle, va posséder deux coenzymes, à savoir l'acide lipoïque et le CoASH. Alors, vous inquiétez pas, ça fait beaucoup d'infos peut-être, mais on va voir tout ça en détail dans la suite du cours. Il va y avoir de la répétition, donc vous inquiétez pas, ça va soutenir tout seul.
Et enfin, la troisième enzyme, ça va être la dihydrolipoyl déshydrogénase, qui va avoir, elle, deux coenzymes aussi, le NAD+, et le FAD. Là, on vous met une petite représentation 3D de la PDH avec E1 en jaune, E2 en vert et E3 en rouge. Donc, la PDH, elle va faire une réaction qui ne va pas nécessiter d'ATP, ça c'est important, ça nécessite pas d'énergie. Euh, on nous dit aussi que les bras de E2 peuvent flotter pour prendre les électrons de l'E1 et les groupes acétyles du pyruvate pour les céder à E3. C'est assez compliqué, c'est assez détaillé. Ça va pas être très important pour la suite, pour la compréhension. Donc, si c'est compliqué, vous inquiétez pas. Mais par contre, on a quelque chose qui est beaucoup répété, donc c'est quelque chose qui va être très important, c'est que ça va être une réaction qui va être très rapide. Les intermédiaires, ils vont vite réagir parce que ça va être un complexe enzymatique qui va être très groupé, il va être très compact. Donc ça va permettre de canaliser tous les intermédiaires réactionnels. Ils vont tous être au sein du complexe. Il n'y en a pas un qui va partir à droite, à gauche. Donc ça va faire que la réaction, elle va être très rapide. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du complexe enzymatique. Mais maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur du cours. On va voir des voies métaboliques, un peu comme dans le reste de la biochimie métabolique. On va voir comment fonctionne la pyruvate deshydrogénase. Alors, d'abord, on a une vue d'ensemble sur la réaction qu'elle va faire. Alors, ça va être une décarboxylation oxydative qui va se faire uniquement en conditions aérobie. Donc ça, c'est de la répétition parce que les mitochondries fonctionnent seulement en aérobie. Donc cette réaction, elle va fonctionner seulement en aérobie. La réaction qu'elle va catalyser, ça va être la transformation du pyruvate ici en acétyl-CoA. Ça, c'est pour la réaction globale, mais on va la voir plus en détail pendant la suite du cours. Donc, on a plusieurs caractéristiques. D'abord, super important, la réaction, elle va être irréversible. Elle va faire intervenir du NAD+. De toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait partie des coenzymes. Elle va faire intervenir le CoASH et elle va permettre de libérer du CO2 parce que c'est une décarboxylation. Et enfin, elle va permettre la formation d'une liaison à fort potentiel énergétique qui est celle-ci, que je montre avec la souris, qui est celle du CoASH, de l'acétyl avec le coenzyme A. Mais maintenant, on va voir cette réaction du coup plus en détail. Donc, on vous avait dit qu'il y avait trois enzymes, donc il va y avoir trois étapes et cinq coenzymes. Donc, on va voir comment on se sert de tous ces coenzymes. Donc, d'abord, on a la première étape qui va être une décarboxylation et qui va être catalysée par la première enzyme, donc par E1, qui sera la pyruvate déshydrogénase. Donc, ça va être une décarboxylation. Donc, d'abord, on a notre pyruvate ici qui va perdre son CO2. Notre pyruvate, c'est une molécule qui a trois carbones. On le voit ici, un, 2, 3. Et donc, elle va perdre un de ces carbones et on va se retrouver avec une molécule qui a plus que deux carbones, qui s'appelle un dérivé hydroxyéthyle. Notre dérivé hydroxyéthyle, il va pas se balader tout seul, il va être rattaché, il va être collé au coenzyme de E1. Donc, le coenzyme de E1, on avait dit que c'était la thiamine pyrophosphate. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On a notre pyruvate qui perd son CO2 et qui va, hop, se faire coller au TPP à la thiamine pyrophosphate. Et maintenant, on vous donne deux, trois détails en plus. C'est la réaction la plus lente des trois. Donc, ça va être l'étape limitante de la décarboxylation oxydative. Et dernier petit détail, donc ça, c'est le TPP. C'est le coenzyme du coup qu'on va utiliser pour cette réaction. C'est la version développée de ce petit truc ici. On n'a pas redessiné à chaque fois toute la formule topologique, on a juste marqué TPP. Et du coup, juste on nous dit que le dérivé hydroxyéthyle, donc notre pyruvate qui a perdu son CO2, il va se fixer ici au niveau du noyau thiazole. Voilà. C'est tout pour la première étape. Donc, deuxième étape, on se retrouve avec notre dérivé hydroxyéthyle, donc qui est notre pyruvate qui a perdu son CO2, qui va être relié à notre TPP. Et la deuxième enzyme qui va intervenir, ça va être du coup E2, la dihydrolipoïl transférase.
La dihydrolipoïltransférase, on avait dit qu'elle avait deux coenzymes, l'acide lipoïque et le CoASH. Donc, ça va être une étape qui va se faire en deux parties. Première partie, on va utiliser l'acide lipoïque. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On a notre dérivé qui est lié au TPP et ici, c'est notre acide lipoïque. Ce qui va se passer, c'est que notre dérivé, il va se détacher du TPP et il va se faire rattacher à l'acide lipoïque. Donc, on va se retrouver avec un acide lipoïque qui va être lié à notre dérivé. Ça va être une oxydation et un transfert. Donc, un transfert parce qu'on transfère notre dérivé du TPP vers l'acide lipoïque. C'est une oxydation parce que on voit ici qu'on se retrouve avec 3 hydrogènes ici, 2 ici, donc en tout, on en a 5. Et ici, on n'a plus que 3, donc on a perdu 2 hydrogènes parce que notre dérivé hydroxyéthyle, il s'est fait oxyder. Et comme une oxydation va toujours avec une réduction, les hydrogènes de notre dérivé, ils ont été transmis à l'acide lipoïque. On voit ici qu'il n'y a pas d'hydrogène, mais ici, on en a un. Et il y en a un deuxième aussi ici, mais seulement il n'est pas représenté. Regardez, il est représenté ici, mais pas là-dessus. Donc, première étape, on transfère notre dérivé du TPP vers l'acide lipoïque. On l'oxyde en même temps. Et deuxième étape, on va utiliser notre deuxième coenzyme. Donc, ça va être cette étape-là. On va utiliser notre deuxième coenzyme, le CoASH. Ça va être tout simplement un transfert. On va transférer notre dérivé hydroxyéthyle depuis l'acide lipoïque vers le CoASH. Et c'est là où je vais vous faire un petit aparté sur quelque chose que je n'avais pas forcément bien compris au début, mais qui n'est pas dans le cours, mais je pense que ça va vous aider pour votre compréhension. Du coup, ce que je voulais dire, c'était que, regardez, le pyruvate, ça va être une molécule qui a 3 carbones. On en compte un, 2 et 3. Le pyruvate, donc celui-ci, il va perdre un carbone. Et il faut savoir que l'acétyl, l'acétyl, donc que vous entendez dans acétyl-CoA, ça va être cette molécule-là qui va être liée à un radical, mais ça va être une petite molécule qui va être composée que de 2 carbones. On en a un ici et le deuxième ici. Donc, au final, notre pyruvate qui a perdu un carbone, ça va devenir une petite molécule de 2 carbones, et c'est ça notre acétyl. Et le coenzyme A, regardez, le coenzyme A, c'est tout ça. Le coenzyme A, c'est tout ça, et l'acétyl-CoA, c'est tout simplement tout le coenzyme A qui va relier notre petit groupement acétyl ici. Donc, c'est ça un acétyl-CoA. Donc, c'est seulement une petite molécule qui a deux atomes de carbone qui va relier tout le CoASH. C'est ça l'acétyl-CoA. On vous l'explique pas. À chaque fois, on vous met juste le CoA et ce petit groupement-là. Mais en fait, c'est une petite molécule d'acétyl de 2 carbones reliée à tout le coenzyme A. Voilà, c'était un petit aparté pour vous faire comprendre cette partie, mais voilà. Du coup, pour revenir à cette réaction, on a un transfert et une oxydation vers l'acide lipoïque, puis on a un nouveau transfert vers le CoASH, et notre petit groupement acétyl ici, relié à un CoASH, ça va donner notre acétyl-CoA. Voilà, c'est tout pour la deuxième réaction. Et on pourrait s'arrêter là, parce que on a dit que la réaction, c'était le pyruvate qui donnait de l'acétyl-CoA. Et là, on a obtenu notre acétyl-CoA. Mais c'est pas fini parce que on a notre acide lipoïque qui a été réduit. Il a été réduit à cette étape. Regardez, à la base, il n'a pas d'hydrogène, il est sous forme oxydée, et on l'a réduit. Et nous, ce qu'on veut, c'est que tous les coenzymes, ils aient la forme qu'ils avaient au début de la réaction. Donc, on va faire une troisième réaction. On va pas toucher à notre acétyl-CoA. Notre acétyl-CoA, il est fini, il est créé. Mais on va avoir une dernière étape qui va permettre de réoxyder notre acide lipoïque. Donc voilà, du coup, cette réaction, elle va être catalysée par E3, donc dihydrolipoyl déshydrogénase, qui va, à l'aide du FAD et du NAD, réoxyder notre acide lipoïque. On le voit ici. On a notre acide lipoïque sous forme réduite. On a le FAD, hop, qui va lui voler deux protons. Il va se retrouver sous forme oxydée. Et le FADH2, du coup, qui va résulter de cette oxydation, il va, lui, se faire oxyder par un NAD+, qui va devenir un NADH plus H+, qui, lui, va pouvoir redevenir, se faire réoxyder en NAD+, grâce à la CRM. Et voilà, au final, on va se retrouver avec tous nos coenzymes qui vont se retrouver à leur forme de base qu'ils avaient
avant le début de la réaction. Et c'était la dernière étape. On se retrouve avec, du coup, notre acétyl-CoA et nos coenzymes qui sont tous sous forme oxydée. Donc voilà, c'est fini pour le fonctionnement de la pyruvate déshydrogénase et on a une petite répétition. Si dans la cellule, on a un niveau énergétique faible, donc on a envie de faire de l'énergie, on va faire le cycle de Krebs avec notre acétyl-CoA qui vient d'être synthétisé. Et si on est en niveau énergétique élevé, donc on n'a pas besoin de faire plus d'énergie, notre acétyl-CoA, il va partir dans la lipogénèse. Je ne sais pas si vous avez vu pour l'instant le cours sur la lipogénèse, mais il commence par la formation d'acétyl-CoA. Et on va faire aussi l'acétogénèse. Ça non plus, je ne sais pas si vous avez vu le cours pour l'instant, mais l'acétyl-CoA, ça va être la première molécule qui va permettre l'acétogénèse. Donc voilà, on en a fini pour le fonctionnement de la PDH. On va avoir une petite partie sur la régulation et on aura fini le cours. Donc il y a deux régulations, comme on vous l'a dit dans votre cours sur l'enzyme. On a régulation covalente ou régulation allosterique. Pour l'instant, on va parler de la régulation covalente. Cette partie sur la régulation, ça va être super important. Pour moi, c'est vraiment la partie qui a le plus de chances de tomber à l'examen dans ce cours-là. Donc, vraiment, essayez de bien la comprendre surtout. En plus, elle n'est pas très compliquée si on arrive à bien comprendre. Donc, pour la régulation covalente, on va avoir deux situations. Là, on va s'intéresser au repos. Donc, nous, on est en repos. On n'a pas besoin de faire d'énergie. Donc, on va vouloir inhiber notre pyruvate déshydrogénase parce qu'on ne veut pas faire le cycle de Krebs, on ne veut pas faire d'énergie. Donc, si on a déjà un fort potentiel énergétique dans nos cellules, on va avoir beaucoup d'ATP, on va avoir beaucoup de NADH plus H+, et on va avoir beaucoup d'acétyl-CoA. Donc, on va pas avoir envie d'en faire davantage. Donc, pour inhiber notre PDH, ce qu'il va falloir faire, c'est la phosphorylée. Et comment on phosphoryle une enzyme? Ben, on la phosphoryle avec une autre enzyme dont le rôle est de phosphoryler notre PDH. Alors donc, on va vouloir inhiber notre PDH. Et comment on inhibe la PDH? Il faut la phosphoryler. Attention, une enzyme phosphorylée n'est pas forcément inactive. Et au contraire, une enzyme déphosphorylée n'est pas forcément active. Ça va dépendre des enzymes, mais en tout cas, pour ce cas-là, pour le cas de la PDH, sous sa forme phosphorylée, elle va être inactive. Donc, comment on phosphoryle une enzyme? On va tout simplement avoir besoin d'une autre enzyme qui va s'appeler la PDH kinase. C'est toutes les enzymes qui vont phosphoryler. Donc, la PDH kinase, elle va phosphoryler la PDH et ça va l'inhiber. Comment la PDH kinase va être activée? C'est grâce au ratio de ATP, NADH et acétyl-CoA qui vont être élevés. Ça va activer notre PDH kinase qui va phosphoryler notre PDH et notre PDH va être inhibé. Voilà. C'est comme ça qu'on inhibe la PDH. Maintenant, si on est en situation d'activité, on va avoir envie de d'utiliser notre PDH. On va avoir envie de faire le cycle de Krebs. On va avoir envie que notre PDH soit active. Donc, on vous a dit que sous forme phosphorylée, elle était inactive et sous forme déphosphorylée, elle était active. Donc, ce qu'on va faire, c'est inhiber notre PDH kinase. Comme ça, on a le moins possible de PDH phosphorylé. Ce qui inhibe notre PDH kinase, c'est l'inverse de ce qui l'active, c'est des fortes concentrations en ADP et en pyruvate. Donc maintenant, c'est bien, on a plein de PDH kinases qui sont inactivés, sauf que ce qu'il va falloir faire, c'est retirer le phosphate des PDH qui sont inactifs du coup. Et pour retirer ce phosphate, pour les activer, on va avoir besoin d'une deuxième enzyme qui va être la PDH phosphatase. Donc la PDH phosphatase, vous l'avez écrit ici. Ça va être la réaction dans le sens inverse. Elle va retirer le phosphate de la PDH et elle va la rendre active. Cette PDH phosphatase, elle, par contre, elle va être activée par une forte concentration en calcium. Parce que ce qui se passe quand, par exemple, dans votre muscle, quand vous contractez votre muscle, il va y avoir un afflux de calcium et cet afflux de calcium, il va activer la PDH phosphatase. La PDH phosphatase, elle va déphosphoryler la PDH et la PDH déphosphorylée, elle va être active et elle va faire sa réaction. Et un petit détail que je vous ai pas dit, mais qui est quelque chose qui est assez important pour la prof, c'est que le phosphate, il va être posé sur E1 de la PDH. Il va être posé sur un résidu sérine de l'enzyme 1 de la PDH. Donc, pour récapituler, quand E1
est sous forme phosphorylée, la PDH, elle va être inhibée. Et quand E1 est sous forme déphosphorylée, la PDH va être activée. Et pour la phosphorylée, on a besoin de la PDH kinase. Et pour la déphosphorylée, on va avoir besoin de la PDH phosphatase. Voilà, c'est tout pour les relations covalentes. Essayez de bien comprendre cette partie. C'est un peu compliqué au début, mais c'est une partie qui est très importante. Maintenant, on va voir la régulation allostérique, qui va être une régulation par les concentrations en Obélix. Et vous allez voir, c'est vraiment super logique. Donc personnellement, je ne l'avais pas appris par cœur parce que je pouvais en QCM essayer de deviner un peu par logique. Donc j'ai essayé de tout vous expliquer et ça va vous paraître cohérent. Alors, donc toutes les molécules qui vont activer la PDH, ça va être d'abord une concentration de glucose élevée. Si on réfléchit bien, c'est logique parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de glucose? On va faire la glycolyse. Une fois qu'on a fait la glycolyse, on aura beaucoup de pyruvate. Et vu qu'on a beaucoup de pyruvate, on va avoir besoin d'activer notre PDH. On a aussi une forte concentration d'insuline qui va activer la PDH. Ça aussi, c'est logique parce que quand il y a beaucoup de glucose, il y a beaucoup d'insuline. Donc, ça revient un peu à la même chose. Maintenant, elle va être aussi active quand on a une demande importante en ATP. Donc, c'est logique aussi. Quand on a besoin de faire de l'ATP, on va avoir besoin de faire de l'acétyl-CoA pour rentrer dans le cycle de Krebs. Donc, on va avoir besoin de la PDH. Maintenant, elle va être aussi activée par un déficit en substrat énergétique de remplacement, comme les acides gras ou les corps cétoniques. Ce que ça veut dire, c'est que quand on manque d'acides gras, quand on manque de corps cétoniques, quand on manque d'autres molécules énergétiques, on va avoir plus que ça à faire. Donc, notre PDH, elle va être activée pour synthétiser de l'acétyl-CoA pour faire de l'énergie, parce qu'on n'a pas d'autres substrats. Et maintenant, dernière chose qui va activer la PDH, ça va être la lipogénèse, parce que la première étape de la lipogénèse, ça va être la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. Et une fois l'acétyl-CoA synthétisé, on va pouvoir s'engager dans la lipogénèse. Donc voilà, c'est tout ce qui va rendre active la PDH. Vous voyez que c'est assez logique au final. Maintenant, tout ce qui va inactiver la PDH par régulation allostérique, ça va être un déficit en glucose, donc c'est l'inverse de la forte concentration. Un déficit, si on n'a pas assez de glucose, ben on va pas avoir beaucoup de pyruvate, donc on va pas avoir besoin de la PDH. Si on a une faible demande en ATP, bah c'est forcément si on n'a pas besoin de beaucoup d'ATP, on va pas avoir besoin de faire de l'acétyl-CoA. Un excédent de substrat énergétique, donc c'est l'inverse du déficit. Quand on a assez d'alternatives, ça rejoint aussi la dernière partie. Quand on a assez d'alternatives, donc des acides gras, des corps cétoniques, on va pouvoir se passer de notre PDH parce que on a de quoi faire. Donc voilà, c'est fini enfin pour le cours. On a une petite conclusion sur la régulation. Je vais vous faire la conclusion, puis on va voir vraiment, on va avoir une vue d'ensemble sur le cours et ce sera fini. Là, donc d'abord, ça voilà, gros schéma récap sur la régulation covalente. Donc là, ce qu'on a en bas, c'est notre réaction catalysée par la PDH. On va avoir le pyruvate qui devient de l'acétyl-CoA. Quand on est en situation besoin d'énergie, donc on a un fort afflux, par exemple, de calcium dans les muscles. Ou alors quand on a beaucoup de pyruvate. Donc on voit ici qu'il y a des petits plus, c'est parce que c'est ce qui va activer la PDH phosphatase. Donc on va avoir la PDH phosphatase qui va déphosphoryler notre PDH. Notre PDH, hop, elle va se retrouver sous forme active, donc sous forme déphosphorylée, et elle va pouvoir faire la réaction. Ça, c'est dans le sens de la synthèse de l'acétyl, quoi. C'est qu'on a maintenant d'énergie. Donc, si on a des forts ratios d'ATP, de NADH plus H+, et d'acétyl-CoA, on va plutôt activer notre PDH kinase qui va phosphoryler notre PDH active. Donc, elle va devenir inactive et on va pas avoir la réaction de synthèse de l'acétyl-CoA. Donc voilà, c'est tout pour la régulation covalente et on a fini pour ce cours. Ici, on vous met un petit exemple concret qui répète un peu, vous pourrez le lire tranquillement chez vous. Mais je vais vous faire un petit récap de fin de cours et ce sera bon. Là, techniquement, vous pouvez vous arrêter là, mais si vous voulez avoir une vue d'ensemble, c'est sympa. Donc d'abord, petit point sur la structure de la mitochondrie, avec membrane interne imperméable et externe perméable, ça c'est le plus important.
Là, la manière de rentrer dans la mitochondrie, c'est assez important de savoir que c'est la pyruvate translocase avec un sympore couplé à un proton. Ici, phrase très importante, l'acétyl-CoA, c'est un point de convergence des catabolismes. Ici, toutes les enzymes et les coenzymes, c'est très important à savoir. De toute façon, c'est détaillé tout à l'heure. Là, conditions aérobie, réaction irréversible, libération de CO2, ça se passe dans la matrice mitochondriale, c'est le plus important. Là, du coup, première étape, on a notre pyruvate qui va se lier au TPP en perdant un CO2. C'est pour ça que c'est une décarboxylation. Donc, on va se retrouver avec un dérivé hydroxyéthyle relié au TPP de l'enzyme 1. La réaction 2 avec E2 qui va avoir l'acide lipoïque qui va recevoir notre dérivé, qui va l'oxyder. Et deuxième partie de la réaction, on va relier notre dérivé au CoASH. Ça va être la synthèse de l'acétyl-CoA. Et petit détail que j'ai pas dit, cet intermédiaire-là, ça s'appelle un S-acétyllipolate. Et dernière réaction, la réoxydation de l'acide lipoïque avec le FAD et le NAD. Et c'est tout. Voilà, ça, en fait, c'est vraiment cette partie-là sur niveau énergétique faible, niveau énergétique élevé, c'est vraiment une partie très importante de toute la biochimie à bien comprendre. Mais une fois qu'on a bien compris ça, il n'y a même pas besoin d'apprendre, ça nous paraît très logique. Maintenant, régulation covalente, il n'y a rien à dire de plus. En fait, tout ce qui est dit ici, c'est super important à savoir. Et enfin, régulation allostérique, c'est que des trucs super logiques. Voilà, on a fait la PDH. Pour vous récapituler un peu tous les cours de bioche, on a notre glucose qui va se transformer en pyruvate. Le pyruvate, on vient de le voir, va devenir de l'acétyl-CoA. Et dans les prochains cours, on verra comment cet acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs, puis comment on va utiliser l'ACRM couplé à la phosphorylation oxydative pour produire de l'ATP via l'ATP synthase. Voilà. J'ai bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le et en attendant, moi, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à la prochaine pour un nouveau cours.